Le jour de Thanksgiving, ma sœur a découvert que j'avais 12 millions de dollars et ma famille a exigé. Bonjour tout le monde. Avant de plonger dans cette histoire, j'ai besoin d'un peu d'aide pour la chaîne. J'ai remarqué que nous perdons de l'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous permet de continuer à vous proposer un contenu de qualité. Votre soutien signifie beaucoup. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons. J'utilise un compte temporaire pour des raisons évidentes. J'ai modifié certains détails pour maintenir l'anonymat. Je m'appelle Sarah et j'ai 38 ans. J'ai besoin de me défouler sur quelque chose qui s'est passé. Vous connaissez ces structures familiales où un enfant ne fait jamais d'erreur. La fille en or, tandis que l'autre est à peine remarquée. La fille invisible. Eh bien, c'était ma réalité. Voilà ce qu'est devenu ma vie. Jusqu'à mes 8 ans, la vie à la maison était assez ordinaire. Étant enfant unique, mes parents, bien que pas particulièrement chaleureux ou affectueux, étaient présents dans ma vie quotidienne. Ma mère m'a aidé dans mes études, et mon père m'emmenait parfois pêcher sur le lac Sainte-Claire. Nous n'étions pas la famille de représentants commerciaux idéale, mais tout cela était très typique pour nous, et nous vivions bien à notre manière. Puis vint la nuit qui allait tout changer. Je me souviens que ma tante Kelly est arrivée à 2 heures du matin, et m'a dit de préparer rapidement un sac. Ma mère était à l'hôpital. Rachel était en route, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas attendue avant 2 mois, une arrivée prématurée qui allait changer à jamais la dynamique de notre famille. Les semaines suivantes furent une succession de visites à l'hôpital, remplies de conversations chuchotées et secrètes. Rachel était toute petite, comme une poupée fragile, entourée de tubes et de câbles. Je ne pouvais pas la toucher ni m'approcher d'elle. C'est là que, pour la première fois, j'ai senti un mur invisible s'élever entre moi et le reste de ma famille. Quand Rachel est finalement rentrée à la maison, notre maison était une bulle stérile. Ma mère a développé une obsession pour les germes. Il s'agissait d'une désinfection de niveau industriel, de postes de désinfection dans chaque pièce et d'un nettoyage incessant. La forte odeur d'eau de Javel qui imprégnait tout me cause encore aujourd'hui de la détresse. Mais la partie qui m'a vraiment dérouté était autre chose. Si je présentais le moindre signe de maladie, j'étais immédiatement emmené chez grand-mère Marie ou chez tante Kelly. Je suis sérieux. Chaque fois que vous éternuez, faites vos valises. Une légère toux? Tu verras grand-mère. Au début, j'avoue que je pensais que c'était amusant. Grand-mère Marie faisait de merveilleux biscuits et tante Kelly avait une fantastique collection de livres de Nancy Drew. Mais les enfants ne sont pas stupides. Après un certain temps, vous commencez à comprendre ce qui se passe réellement. Vous n'êtes pas envoyé à l'aventure. Vous êtes traité comme une menace, comme si votre simple présence pouvait mettre en danger la santé de votre sœur bien-aimée. J'ai tout essayé pour attirer leur attention de manière positive, honnêtement, j'y suis parvenu. Mais tout est resté pareil. Ma mère a à peine levé les yeux du dernier calendrier de rendez-vous de Rachel chez le médecin. J'ai remporté le premier prix à la foire scientifique avec un projet sur les énergies renouvelables. Mon père vient de demander si le panneau d'affichage pouvait être conservé dans le garage, puisque Rachel est allergique à la poussière de carton. Est-ce vraiment possible? Le vrai problème est survenu quand j'avais 12 ans. Je me préparais pour le spectacle de talent de l'école. J'apprenais à jouer Bridge over Troubled Water. Rachel avait une légère fièvre le soir de la représentation. Devinez qui n'avait personne dans le public? En revanche, 2 semaines plus tard, toute la famille, y compris les grands-parents, a assisté au récital de flûte de 15 minutes de Rachel, où elle torturait pratiquement Hot Cross Buns à la flûte. Rachel a immédiatement appris à utiliser le système. À l'âge de 7 ans, elle avait surmonté tous ses problèmes de santé, mais cela ne l'empêchait pas de faire semblant. Toujours souffrir d'un mal de tête pour rester à la maison, se sentir fatigué, de ne pas aller à l'école. Et devinez qui a été chargé d'exécuter ces tâches? J'ai commencé à passer de plus en plus de temps dans ma chambre à me réfugier. Là, j'étais plongé dans des livres sur l'histoire de l'art et les antiquités. C'est drôle de voir comment les choses se déroulent. Ma chambre est littéralement devenue mon sanctuaire, un havre de paix loin de l'agitation de la vie de famille. La raison pratique pour laquelle c'était mon sanctuaire était inhabituelle. Principalement parce que Rachel prétendait être allergique à mon désodorisant à la lavande. Cela signifiait que c'était le seul endroit où elle n'entrerait pas et ne causerait pas de problème, ce qui me procurait une certaine tranquillité d'esprit. Vous savez ce qui est vraiment dérangeant? Une partie de moi était reconnaissante quand Rachel faisait semblant d'être malade. Pourquoi?
parce que cela signifiait que je serais emmené chez grand-mère Marie. Là, enfin, quelqu'un m'a demandé comment s'était passée ma journée ou s'est intéressé à ce que je faisais. C'était une bouffée d'air frais bienvenue. C'est grand-mère Marie qui a suscité mon intérêt pour les bijoux vintage. Elle avait une incroyable collection de pièces, de bijoux et d'autres petites choses. Elle m'a laissé tout organiser et cataloguer, un passe-temps que j'adorais. Rétrospectivement, j'aurais peut-être dû considérer cela comme prophétique. Le pire n'était même pas le favoritisme flagrant. C'était comme s'ils réécrivaient l'histoire pour justifier leurs actions. Rachel a juste besoin de plus d'attention parce qu'elle a eu un début de vie très difficile. Sarah a toujours été si indépendante. Sarah comprend que sa sœur a des besoins particuliers. Numéro 1, je n'ai pas compris. J'étais un enfant confus, ne sachant pas pourquoi avoir un bon système immunitaire me rendait moins digne d'amour. Les premières années m'ont laissé une impression durable, un message persistant. Le sentiment constant d'être en quelque sorte inadéquat ou peu pratique à côtoyer. Cette perception n'a pas simplement disparu. Mais ironiquement, cette expérience m'a appris à être autonome, d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Lorsque personne ne vérifie vos devoirs ou ne se soucie de vos victoires, vous apprenez rapidement à être votre propre pom-pom girl. Le manque de validation m'a poussé à poursuivre mes propres réalisations sans tenir compte de tout soutien extérieur. Le lycée est apparu comme une opportunité cruciale pour trouver une issue, une façon de me distancer de cette dynamique. Pendant que Rachel était occupée à construire son drame, je me concentrais à poser les bases de ma propre évasion. L'indifférence de ma famille, au lieu de me démotiver, est devenue un puissant carburant. L'absence d'attente m'a donné la liberté de tracer mon propre chemin, sans pression, ni besoin d'approbation constante. Il n'y a rien qui vous inspire plus à réussir que de savoir que personne d'autre ne le fera à votre place. La motivation pour exceller venait de l'intérieur, alimentée par la certitude que j'étais seul responsable de mon avenir. Je me souviens des heures que je passais à organiser la collection de bijoux de grand-mère Marie. Une tâche qui m'a inculqué le besoin d'une organisation systématique et d'une attention méticuleuse aux détails. Ces leçons, apprises dans le havre de paix de la maison, sont devenues le fondement de mon approche de tout. Au lycée, j'ai appliqué ce même état d'esprit méthodique à tous les aspects de ma vie académique. Mon bureau à la maison ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine d'organisation. Des notes codées par couleur, des plans d'études méticuleusement organisés et tout parfaitement à sa place. Rachel s'est moquée de moi à ce sujet, m'appelant « Rain Man » de manière désobligeante. Mais en ce qui concerne le fait d'être invisible, voici l'avantage. Personne ne surveille vos échecs ou vos succès. Cela signifiait que je pouvais me lancer tête baissée dans tous les clubs qui n'interféraient pas avec mon travail à temps partiel au Carson's Diner. Grâce à Carole, la propriétaire, qui s'est vraiment souciée de moi, j'ai eu un aperçu d'affection et d'appréciation. Au sein de l'équipe de débat, j'ai trouvé ma voie et appris à négocier, des compétences qui se sont avérées inestimables. Des réussites comme être président de la National Honor Society ou rédacteur en chef du journal de l'école étaient invisibles pour eux, mais elles m'ont donné confiance dans le fait que je construisais quelque chose de mon propre chef. Pendant que Rachel collectionnait les trophées de football, même si elle jouait dans l'équipe C, et se vantait d'avoir battu les États-Unis à 2 reprises dans la foule, mes propres réalisations restaient en marge. La véritable distinction est venue lorsque j'ai passé le SAT et obtenu un score parfait. Pas seulement un bon score, mais un score parfait, 1600. Moins de 1% des gens y parviennent. Je me souviens avoir regardé l'écran des résultats pendant près de 20 minutes, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai couru à la maison, impatient de le dire à mes parents. Mais l'accueil a été le même que d'habitude. Maman était dans la cuisine, absorbée à aider Rachel avec ses devoirs d'anglais. La conversation suivit le schéma habituel. « C'est gentil, ma chérie, mais peux-tu parler moins fort ?» Rachel essaie de se concentrer. Elle a un examen important demain. Rachel, bien sûr, a dû commenter, avec sa condescendance habituelle. « Oui, certains d'entre nous doivent vraiment étudier, mademoiselle parfaite. » La mère, se défendant aussitôt, ajouta « Rachel, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu es juste une élève différente. » J'ai toujours la copie imprimée de mes résultats SAT quelque part. Il n'a jamais été mis au réfrigérateur. Mais la note C+ de Rachel en anglais? Cela a trouvé une place sur le réfrigérateur de Primo, avec un aimant pour les candidatures à l'université, et la phrase « Nous sommes si fiers de toi ». Le processus de candidature à l'université a été une entreprise fascinante pour moi. J'ai postulé dans 15 écoles sans en informer personne à la maison. J'ai rédigé tous mes essais moi-même. J'ai rédigé mes propres lettres de recommandation,
Et j'ai fait moi-même toutes les démarches d'aide financière. Mon conseiller, Monsieur Chen, a été le véritable héros de ce processus. Mes parents étaient trop occupés avec les besoins de Rachel pour m'aider. Les admissions ont commencé à arriver. Harvard, Yale, Princeton, Michigan. Et chacun d'entre eux est venu avec une offre de bourse généreuse. J'ai tout gardé dans une boîte verrouillée sous mon lit. Je savais parfaitement ce qui se passerait si Rachel les découvrait. L'attention se porterait instantanément sur elle, et mes réalisations deviendraient secondaires, ou pire, une menace pour son bien-être. Le secret était ma protection. En apprenant que j'allais au Michigan, ils ont entièrement concentré leur attention sur elle. Ce n'était pas pour moi que je m'inquiétais, mais pour Rachel. La question immédiate était, et si Sarah allait à Harvard, serais-je seul? C'était là l'essence de leur réaction. L'inquiétude quant à l'impact de mon départ sur la vie de la fille en or. Mon bonheur ou mon avenir n'avait aucune importance comparé à la possibilité que Rachel se sente abandonnée, ou, Dieu nous en préserve, doivent gérer les choses toutes seules. Le contraste dans les célébrations était douloureux mais révélateur. Le jour où j'ai reçu mon offre de bourse complète de Yale, qui était la bourse complète, Rachel a rejoint l'équipe de Pom Pom Girls GV. Devinez quel événement a été célébré avec un festin de famille à Olive Garden? Astuce. J'ai mangé du macaroni au fromage cuit au micro-ondes dans ma chambre pendant qu'il sortait à Olive Garden. Ma plus grande réussite a été d'être accueilli dans le silence et un repas solitaire, tandis que la sienne, nettement plus petite, s'est transformée en fête. Mais savez-vous quelle était la bourse? C'était mon ticket d'or. Les frais de scolarité, le logement et la pension étaient inclus, ainsi qu'une allocation pour les livres. Pour la première fois, j'aurais la capacité financière de quitter enfin cette maison où je me sentais perpétuellement invisible ou gênante. Je n'aurais pas besoin de leur aide financière, ce qui m'a donné une liberté sans précédent pour construire ma vie loin de l'ombre de Rachel. Le jour où j'ai reçu mon dossier d'acceptation, je suis allé à mon endroit préféré, dans la bibliothèque locale, une place près de la fenêtre au 4e étage donnant sur le parc. J'ai pleuré pendant 1 heure, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Quand j'ai dit à mes parents au dîner que j'allais à l'UMC, Michigan, ils ont réagi avec panique, pas avec fierté. Le Michigan, mais c'est si loin. Et si Rachel avait besoin de toi? La mère ajouta rapidement, « J'espère que tu ne t'attends pas à ce que nous participions aux dépenses. » Les compétitions de cheerleading de Rachel coûtent très cher. Rachel, l'entendant, commença à faire du bruit. « Oh mon Dieu, Rachel pleure. Puis-je enfin avoir ta chambre? J'ai besoin d'espace pour mes vidéos TikTok. » L'été avant l'université, j'ai travaillé en double équipe au Carson's Diner pour gagner de l'argent. Carole, que Dieu la bénisse, était une âme gentille qui me donnait toujours des conseils supplémentaires et s'assurait que je rapporte à la maison les restes de tarte. Elle m'a également appris une leçon essentielle. Comment reconnaître les gens authentiques? Le jour du déménagement au Michigan, mes parents n'ont pas pu venir car, surprise, Rachel avait une compétition de Pom Pom Girls. Tante Kelly m'a pris et m'a tendu une enveloppe contenant $500. Grand-mère Marie voulait que tu aies ça, dit-elle. Elle est très fière de toi. J'ai appris plus tard que grand-mère avait économisé cet argent provenant de ses chèques de sécurité sociale pendant des mois. Cette première nuit dans mon dortoir, je me suis promis que je créerais une vie si merveilleuse qu'être oublié serait inconcevable. L'expérience universitaire a été un véritable torrent d'apprentissage et de découverte de soi. Je me souviens de nombreuses nuits blanches passées à étudier, avec pour seule compagnie des nouilles instantanées et le sentiment indescriptible d'une liberté nouvellement acquise. Cette phase de 4 ans a été pour moi le véritable début de quelque chose de nouveau et de totalement mien. J'ai terminé mes études à l'Université du Michigan avec la plus haute distinction, summa cum laude. Un exploit qui, comme on pouvait s'y attendre, est passé inaperçu auprès de mes parents. Ils avaient en forte affaire avec Rachel qui, en seulement 2 ans, était déjà en route vers son 3e établissement d'enseignement supérieur, essayant de trouver sa place. C'est à ce moment-là que la trajectoire de ma vie a pris une tournure inattendue. J'ai décroché un poste de débutant dans une maison de vente aux enchères réputée située à Détroit. Pour des raisons de confidentialité, je ne mentionnerai pas le vrai nom, mais quiconque travaille dans ce domaine sait certainement de qui je parle, d'un établissement de pointe. Cet endroit était connu pour son atmosphère haut de gamme et sa clientèle aisée. De nombreuses transactions impliquaient des clients de longue date, détenteurs de fortunes anciennes et de pièces inestimables. C'était un univers bien éloigné de la vie que j'avais connue, mais qui allait bientôt devenir ma scène, mon
rôle initial était dans les ventes immobilières, ce qui impliquait de documenter les biens des personnes fortunées décédées. Même si c'était un travail nécessaire et qu'il payait les factures, c'était loin d'être le plus glamour ou le plus excitant, mais il m'a amené là où je devais être. Mes premiers mois à la maison de vente aux enchères se sont déroulés de manière assez routinière. J'ai passé d'innombrables heures à cataloguer des services en porcelaine, à trier des meubles d'époque et à effectuer des tâches standardisées. Cette routine a été rompue avec l'arrivée des biens de la succession de Kingston, notamment la collection de bijoux. Madame Kingston, une femme âgée décédée sans héritier direct, a laissé derrière elle ce que tout le monde, au début, a catalogué comme une vaste collection de bijoux fantaisie raffinés. Des pièces entières, remplies de ces pièces soi-disant costumes. C'est là que les heures passées à organiser la collection de grand-mère Marie se sont révélées incroyablement utiles. Alors que je regardais l'énorme quantité de bijoux, quelque chose en particulier a attiré mon attention. C'était une broche de style art déco. Ce n'était rien de particulièrement tape à l'œil ou extravagant, mais il y avait quelque chose de différent, une qualité subtile qui piquait ma curiosité. Le poids de la pièce semblait inapproprié pour un simple bijou fantaisie. De plus, le mécanisme de verrouillage était beaucoup plus complexe et précis que celui des imitations bon marché. J'ai commencé à soupçonner que ce bijou pourrait être quelque chose de plus important qu'il n'y paraissait à première vue. J'ai passé toute ma pause déjeuner à rechercher les marqueurs et les signatures des bijoutiers anciens. Je suis resté tard au bureau pour utiliser l'accès de l'entreprise à de vastes bases de données de bijoux historiques. Plus j'enquêtais, plus j'étais convaincu. Ce n'était pas un bijou fantaisie, c'était une pièce authentique. Le défi, en tant que débutant, était d'être pris au sérieux. Si moi, le nouvel employé, je prétendais avoir découvert un trésor potentiel, personne ne me croirait probablement. J'ai donc appliqué les leçons apprises au sein de l'équipe de débat. J'ai préparé mon argumentation avec un soin et une précision extrême. J'ai passé 2 semaines entières, pendant mes pauses et après le travail, à apprendre tout ce que je pouvais sur l'authentification des bijoux art déco. J'ai même utilisé une partie de mes modestes économies pour payer un cours de gémologie en ligne, approfondissant encore davantage mes connaissances dans ce domaine. Finalement, j'ai eu le courage d'approcher mon patron, Monsieur Harrison. J'ai apporté toutes mes recherches, y compris des images comparatives, des documents historiques, et la pièce elle-même. La conversation a d'abord suivi un scénario prévisible, avec lui levant à peine les yeux. Harrison a commenté « Sarah, nous les avons déjà cataloguées comme pièces de costume. » Ma réponse fut ferme. « Je sais. Mais regardez ces poinçons, ils correspondent parfaitement aux signatures Cartier de 1925. » Il m'a finalement regardé. « Où as-tu appris tout ça ?» Ma réponse a été brève. J'ai fait quelques recherches. L'histoire est longue, mais le résultat est simple. La broche, initialement considérée comme un bijou fantaisie, a été vendue aux enchères pour la somme impressionnante de 47 000 $ américains. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie d'une collection exclusive réalisée pour la royauté européenne dans les années 1920. Plus important encore, Harrison a fait confiance à mon jugement à partir de ce moment-là. La célèbre collection Rothschild fut la prochaine propriété majeure à arriver, environ 2 ans après mes débuts dans le secteur des enchères. Issue d'une importante lignée immobilière à l'influence significative, son inscription a généré un véritable buzz dans le secteur. J'ai été affecté à l'équipe chargée de documenter et d'évaluer leur vaste collection de bijoux, un travail qui exigeait une attention méticuleuse aux détails. C'est en analysant cette collection que je suis tombé sur quelque chose qui semblait être à première vue une simple œuvre d'art ordinaire et quotidienne. Cependant, quelque chose me disait qu'elle n'était pas ce qu'elle semblait être. La pièce est passée inaperçue auprès des autres membres de l'équipe, mais en appliquant l'intuition et les connaissances que j'avais acquises, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai consacré 3 jours ininterrompus à l'enquête sur ce seul joyau. J'ai à peine dormi, plongé dans la recherche et l'authentification, confirmant mon soupçon initial. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un objet provenant de la collection privée d'un célèbre joaillier français, dont on croyait l'existence perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. La pièce, estimée à une fortune, a été vendue aux enchères pour 238 000 $ américains. La vente réussie de la pièce de Rothschild a attiré l'attention de Harrison. Il m'a appelé dans son bureau et, pendant un bref instant, j'ai pensé que j'allais être promu. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Il a déclaré que je gaspillais mon talent là-bas, et que je devrais gérer ma propre entreprise d'authentification. Au début, j'ai ignoré cette idée. Après tout, comment démarrer une entreprise à partir de zéro? Cependant,
l'idée a pris racine. J'ai commencé à entreprendre de modestes projets d'authentification en freelance parallèlement à mon travail quotidien. La nouvelle s'est rapidement répandue que j'avais un œil fantastique pour identifier les pièces de valeur, et des collectionneurs privés ont commencé à me contacter directement. C'est alors, assis dans mon modeste appartement, que j'ai eu une révélation. C'était quelque chose que je pouvais réellement faire. Quelque chose que je pouvais créer entièrement, par moi-même. J'ai donc fait ce que toute personne raisonnable aurait fait. J'ai contracté beaucoup de dettes, j'ai vidé mon compte d'épargne et j'ai loué un petit bureau dans un quartier moins recherché de la ville. Les gens pensaient que j'étais fou, et peut-être que je l'étais. La lutte au cours des premiers mois de ma nouvelle entreprise a été, pour le moins, intéressante, de la manière la plus effrayante possible. Je me réveillais à 4 heures du matin en sueur froide, en faisant des calculs mentaux pour savoir combien de mois il me restait avant que mes économies ne s'épuisent. Les remboursements du prêt étaient comme une corde autour de mon cou. Mes meubles se composèrent d'une table de jeu achetée chez Goodwill et d'une chaise que j'ai littéralement trouvée sur le trottoir. Je vous garantis qu'elle était désinfectée. Dans le monde concurrentiel de l'authentification des bijoux haut de gamme, la réputation et les contacts sont absolument primordiaux. Mon expérience précédente dans la maison de vente aux enchères m'a apporté les deux. J'ai commencé, petit, en proposant un travail d'authentification aux antiquaires locaux. Mes tarifs étaient, bien sûr, nettement inférieurs à ceux des grandes organisations, mais mon souci du détail commençait à être connu et mon nom commençait à se faire connaître. Et c'est 6 mois plus tard que le tournant crucial s'est produit. Un marchand avec lequel j'avais déjà interagi à la maison de vente aux enchères m'a demandé si je pouvais examiner une vaste collection de bijoux camés victoriens que le propriétaire souhaitait confirmer avant de vendre. J'ai découvert qu'il s'agissait d'une vaste collection de pièces accumulées par 3 générations d'une même famille. J'ai consacré 2 semaines d'affilée à cela, dormant rarement, documentant chaque découverte. Au cours de ce processus, j'ai identifié 2 raretés exceptionnelles qui avaient été prises pour des imitations ultérieures. Le propriétaire a été tellement satisfait de mon analyse détaillée et de l'augmentation significative de la valeur de la collection, qu'il a non seulement payé mes honoraires, mais m'a également offert une part de 10% de la vente, finale. Cette commission représentait un montant supérieur de plus de 86 000 $ à ce que j'avais gagné au cours des 2 années précédentes combinées. Soudain, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Les collectionneurs privés ont entendu parler de mon talent pour retrouver des pièces perdues. Des avocats spécialisés en droit successoral cherchant des conseils sur des bijoux hérités sont venus me voir. Même ma précédente maison de vente aux enchères a commencé à me confier des travaux d'authentification. Je suis sûr qu'Harrison a secrètement aidé à faire passer le message. Grâce à cette dynamique, en seulement 2 ans, j'ai embauché ma première employée, Jenny. Elle, une jeune diplômée en gémologie qui me faisait beaucoup penser à moi-même. Brillante, mais facilement négligée, car elle était silencieuse. Elle est désormais ma responsable de l'authentification, et vaut son pesant d'or. L'entreprise s'est développée plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. J'ai emménagé dans un vrai bureau en centre-ville. Adieu, odeur de poulet Kung Pao. J'ai constitué une équipe d'experts, et j'ai acquis la réputation de retrouver des objets perdus. La gestion de la croissance exponentielle de l'entreprise a toutefois présenté ses propres défis. Au cours de la 5e année, nous avions établi des bureaux à Détroit, Chicago et New York. J'ai passé plus de temps dans les avions que dans mon propre lit. Nous avons bâti une solide réputation de discrétion, ce qui s'est avéré crucial car de nombreuses personnes fortunées souhaitent que leurs bijoux soient vérifiés à l'insu du reste du monde. Le flux d'argent était énorme, à tel point que nous avons dû embaucher une grande équipe de conseillers financiers. Malgré mon succès financier, j'ai choisi de maintenir un style de vie relativement modeste. J'ai acheté une maison, confortable mais pas tape à l'œil dans un quartier agréable. Il conduisait une voiture de luxe mais discrète. Le seul endroit où je me suis vraiment permis de faire des folies, c'est dans mon bureau à domicile. Un équipement d'authentification, de pointe, le système de sécurité le plus efficace que l'argent puisse acheter et un coffre-fort personnalisé qui ferait l'envie de n'importe quel braqueur de banque. L'ironie de la situation était que ma famille pensait que j'étais économe pour les aider. Ma mère, par exemple, disait des choses comme « C'est vraiment gentil de la part de Sarah de m'aider » et imaginez que je dois ne manger que des ramen pour pouvoir faire ça. Entre-temps, je venais de valider une charge qui me rapportait une commission supérieure à leur prêt hypothécaire. Ce qui est étrange avec le succès, c'est que plus vous accomplissez de choses, plus il devient difficile de l'expliquer à ceux qui vous ont toujours perçu comme inférieurs. C'est comme essayer de décrire la couleur à quelqu'un qui n'a vu que du noir et du blanc.
Ils n'ont tout simplement pas le contexte nécessaire. Mais à ce moment-là, mon entreprise marchait incroyablement bien. Nous avions dominé le créneau de l'authentification de bijoux haut de gamme dans le Midwest, et notre réputation était, de par sa conception, solide comme l'or. Pourtant, chaque dimanche, je me rendais encore chez mes parents pour dîner, jouant le rôle de Sarah, la modeste vendeuse d'un magasin d'antiquités. La dissonance cognitive devenait ridicule. J'ai passé mes matinées en conférences téléphoniques avec des collectionneurs à Dubaï, mes après-midi à authentifier des pièces valant des millions, et mes soirées chez mes parents, en tenue de ville soigneusement choisie pour avoir l'air soldé, à manger le rôti sec de ma mère pendant que Rachel dominait la conversation avec des histoires sur son dernier triomphe marketing. Généralement quelque chose comme « J'ai apporté le café de mon patron sans le renverser ». Le poids du mensonge devenait insupportable. Rachel a fait des commentaires grossiers et désobligeants sur ma carrière à plusieurs reprises, devenant de plus en plus agressive. À chaque fois, ma mère s'excusait auprès de ses amis pour mon style de vie modeste. À chaque fois, mon père me suggérait de trouver un vrai travail. J'ai toujours su que cette situation finirait de façon dramatique, mais je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'elle implose de façon aussi spectaculaire à Thanksgiving. Le prélude a commencé 2 semaines plus tôt, lorsque ma mère a appelé en pleurant à cause de maux de dos. On lui avait diagnostiqué une hernie discale et l'idée de préparer un dîner de Thanksgiving pour 20 invités la bouleversait. Maintenant, j'aimerais dire que j'ai proposé mon aide uniquement par bonne volonté. Mais honnêtement, j'en ai eu assez de prétendre que leur dinde sèche était appétissante. J'ai demandé « Pourquoi ne m'occuperais-je pas de la nourriture? Or cette année, je peux tout préparer. » Elle répondit inquiète « Chérie, nous ne pouvons pas nous permettre un buffet. » J'ai dit « Ne vous inquiétez pas du coup, j'ai économisé. » Elle, toujours inquiète, demanda « Sarah, tu ne vas pas contracter un prêt pour ça, n'est-ce pas? » J'ai tout coordonné avec une société de restauration de premier plan que j'utilise pour mes réunions d'affaires. Ils font un travail incroyable, le genre de nourriture qui vous fait vous demander pourquoi vous avez pris la peine de la cuisiner vous-même. Cela m'a coûté plus cher que ce que mes parents pensaient que je gagnais en 2 mois.